Fidèles téléspectateurs de l'RTNC Katanga, c'est parti pour ce nouveau numéro concret qui reçoit pour vous aujourd'hui un homme d'affaires, un chef d'entreprise, mais aussi un promoteur des entreprises, en la personne de M. Jethro Muyombi, qui au fait avec lui nous allons échanger de la grande question aujourd'hui, les climats des affaires, comment ça se passe pendant Covid-19, mais aussi après Covid, parce que les enjeux aujourd'hui démontrent clairement que l'économie est frappée de plein fouet, que l'économie a bougé dans le monde entier et la RDC n'est pas épargnée. Monsieur Jethro Muyombi, je vous présente comme un des promoteurs de l'entreprise DG Consultant. Vous êtes également promoteur de l'entreprise IMIF Security Service, mais aussi je pense qu'il y a une autre entreprise qui m'échappe. Je vous laisse vous présenter, je vous dis bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir madame journaliste, je crois qu'il y a aussi Réseau Badec, il y a aussi ETC Technical Solution parmi les entreprises que nous avions initiées qui existent. Oui. Là où vous êtes promoteur. Ouais. Mais en dehors du fait que vous soyez promoteur, vous êtes également chef d'entreprise. Exactement. En dehors de ça, je suis administrateur dans une entreprise, Forum Property Africa, qui œuvre dans le secteur immobilier, donc connu aussi sous les noms de Luano Grande Property, qui est du groupe Askel, un groupe international basé en Russie. Mais je suis un peu curieuse là. Je vous ai présenté au fait comme chef d'entreprise, je vous ai présenté comme promoteur des entreprises, mais il y a quelque chose qui trotte un peu dans ma tête. La plupart de vos entreprises sont plus dans des dénominations qui sont purement anglophones. C'est un choix ? Je crois pas tellement, parce que vous avez, on a parlé des DG consultants, je crois, peut-être c'est la terminaison qui est en anglais, mais c'est aussi pour faciliter, vous savez aujourd'hui l'anglais est devenu une langue des affaires, donc c'est comme le français, mais l'anglais garde toujours un niveau plus élevé dans les affaires, parce que pour échanger avec plusieurs personnes, et si la dénomination est en anglais, ça permet aussi à ce que celui qui vous lit découvre facilement de quoi vous êtes. Parce que quand on parle des consultants, technical, on voit déjà par là la technique, vous êtes dans tout ce qui est technique, engineering, des choses comme ça. Alors je crois que c'est juste pour permettre l'auditoire à se retrouver facilement lorsque on parle de votre entreprise. Ok, d'accord, nous avons dit que nous allons parler avec vous de climat des affaires. En fait, aujourd'hui, vous êtes promoteur, vous êtes chef d'entreprise. Comment vous arrivez d'abord à concilier le fait d'être promoteur? D'où vous est venue toutes ces idées d'avoir ces entreprises? Mais aussi, comment vous faites en tant que chef d'entreprise? Comment vous conciliez le fait d'être promoteur et d'être chef d'entreprise chez les autres? Madame le journaliste, je dois remercier mes parents pour m'avoir donné les prénoms des Jethro. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas, mais avec le temps, en lisant, moi-même, j'ai compris c'était quoi la signification de ces noms. Ceux qui ont fait le leadership, ils comprennent que Jethro est le père de l'administration pour avoir conseillé à Moïse de responsabiliser dans la Bible, exactement. Et exactement, je le suis. Jethro va conseiller à Moïse pour pouvoir administrer le peuple d'Israël, de le regrouper en groupes de 100, de 50, de 10, ainsi de suite. Donc, essayer de savoir responsabiliser et coordonner par après. Alors, je crois que j'étire un peu mon expérience dans ça. Lorsque j'intériorise ce que je lis, et aussi par rapport à autant de formations que j'ai eu à avoir, ça me permet de savoir responsabiliser de gens et savoir le temps qu'il faut les contrôler, qu'il faut recevoir de les rapports et comment il faut les orienter. Donc, essayer de faire un planning pour chaque chose. Je ne peux pas mélanger. Je sais que le temps que j'ai pour gérer une entreprise ou ce moi qui est le chef d'entreprise est différent du temps que j'ai pour
contrôler les activités faites par un autre chef d'entreprise, bien sûr, qui gère mon entreprise. Donc voilà un peu, je crois, c'est tout ça le secret. Donc vous remerciez vos parents et vous dites que vous avez cette facilité de concilier les deux. Oui, je crois que je suis très fier d'être nommé Jetro parce que ça me donne déjà l'inspiration. Aujourd'hui, la grande question, c'est autour de ce climat, les climats des affaires. On se rend compte que nous sommes en pleine pandémie Covid-19. Les choses semblent être bloquées. Vous, en tant que promoteur, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous sentez que cette situation vous a bouleversé ou vous vous en sortez du moins bien en ce qui concerne les affaires? S'en sortir bien, pas tellement, mais la bonne gestion, c'est aussi la prévention des périodes difficiles. Donc on ne peut pas parler de la gestion que lorsqu'on est en train de manipuler ce qui est réussi, ce qui est bon, mais on parle de la gestion lorsqu'on arrive à savoir planifier dans les bons moments et aussi à savoir prévenir comment contourner les périodes difficiles. Il est vrai que personne n'était en train de planifier ou de s'attendre à cette épidémie de Covid-19. C'est quelque chose qui est arrivé, mais déjà, généralement, dans une bonne gestion, il fallait penser à ce que pendant l'exécution, il peut y avoir un cas de force majeure, il peut y avoir un petit problème qui complique la gestion, alors comment il faut faire? Donc ça, ce sont des éléments. Bien sûr que ça ne peut pas répondre à 100% par rapport à ce qui arrive parce que vous ne connaissez pas réellement c'est quoi qui va arriver. Lorsque vous êtes en train de prévenir, vous le faites d'une manière générale, mais la réalité est des fois différente de ce qui a été prévu. Alors, je crois que la situation, elle est réellement critique, elle est très compliquée. C'est pourquoi nous sommes obligés de recourir à certains principes, des fois des diminutions de dépenses, mais c'est concentré que c'est sur de dépenses très importantes et aussi vraiment capitales qui concourent à la vie ou à l'existence de l'entreprise. Essayer de mettre une croix sur tout ce qui est divers et tout ce qui est peut-être accessoire, je crois, dans ce sens-là. Il y a des fois des décisions qui ne sont pas tellement appréciées par les travailleurs, par exemple, parce que dans certaines mesures, il fallait même diminuer le nombre de travailleurs. Par exemple, supprimer d'autres postes qui, si vous vous rendez compte que certaines activités peuvent être faites par une seule personne, à ce moment-là, vous fusionnez, vous responsabilisez une seule personne. Il y a des cas où on va très loin pour essayer de diminuer même le nombre des chauffeurs, pour demander peut-être à certains directeurs de conduire eux-mêmes le véhicule, parce que nous sommes dans une période très compliquée et on s'est dit, bon, ça peut être pour un temps, lorsque les activités reviennent à normal, on peut encore revenir et récupérer certains personnels. Donc voilà un peu, il y a un certain nombre de mesures mises sur pied pour essayer de survivre pendant cette période compliquée. Survivre pendant cette période compliquée, vous êtes promoteur, vous venez là de dire il fallait à tout prix ou sinon il faut revoir certaines charges et c'est parmi les mesures que vous avez prises. En tant que promoteur, est-ce que vous avez réduit l'effectif dans certaines de vos entreprises, l'effectif de personnel? Effectivement, il y a dans certaines entreprises où nous avions essayé de passer à une séparation à l'amiable. Donc, on expose aux travailleurs, on leur dit la situation. Soit on demande à ce que certains travailleurs qui pensent qu'ils peuvent peut-être s'y porter lorsqu'on ne sera pas en mesure de respecter la date de paiement de salaire, ou encore on ne saura pas peut-être respecter les budgets, on ne saura pas atteindre les budgets qui étaient prévus parce que, vous savez, dans les activités, il y a une interaction. Donc, il y a certaines activités qui évoluent indépendamment d'autres
d'autres activités, là, il n'y a pas de problème, mais il y a certaines activités, par exemple, le recette, le revenu de l'entreprise dépend d'une autre entreprise qui existe. Donc, prenez les cas que l'entreprise qui devrait vous payer est en difficulté, ne sait pas fonctionner correctement, ne vous a pas payé. C'est-à-dire vous n'avez pas le moyen pour aussi répondre à des besoins que vous avez, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez peut-être recourir à une banque pour avoir une découverte. À ce moment-là, bon, avec cette découverte, vous voyez qu'est-ce que vous pouvez faire avec pour que l'entreprise ne puisse pas être par terre, mais que vous puissiez par exemple exister. Donc dans des entreprises où vous avez besoin d'avoir quand même le véhicule, d'avoir le carburant, c'est-à-dire vous avez besoin d'avoir peut-être les produits de première nécessité pour faire tourner l'entreprise, le personnel aussi, je voudrais parler de la main d'œuvre, c'est quelque chose de très important parce que vous pouvez avoir de l'argent, mais si vous n'avez pas la main d'œuvre, vous ne saurez pas mettre cet argent en mouvement pour que ça vous produise quelque chose. Alors essayez toujours de voir, donc aussi les salaires c'est parmi les choses très importantes dans une entreprise, mais voir est-ce que si j'étais en mesure de payer 100 personnes, mais avec ce que j'ai, je ne peux payer que 50, bon, je ne saurais pas garder tous les 100 personnes que je ne saurais pas payer, bien qu'il y a des mesures qui ne veulent pas à ce qu'on puisse perdre de l'emploi. On peut mettre des gens en congé technique par exemple et aussi les récupérer, ou si quelqu'un accepte de voir son salaire être peut-être revu un tout petit peu pour que nous puissions traverser cette période, bon, on fait des ententes conformément bien sûr au texte des lois en matière de travail, et à ce moment-là on essaie de se mettre d'accord pour une période et puis on continue. Voilà un peu. La maladie de plusieurs promoteurs congolais, c'est qu'il n'y a pas de contrat de travail qu'on donne aux travailleurs. Généralement, c'est un contrat qui est verbal, où on s'entend sur un montant X qu'on doit payer à la fin du mois. Généralement, ces travailleurs n'ont pas de soins médicaux appropriés. Généralement, ces travailleurs sont butés à plusieurs problèmes qui doivent au fait contenir les revenus, parce que vous savez que dans les revenus, on a le salaire, on a les allocations familiales, on a les soins médicaux, c'est un package au fait, les revenus. Est-ce que vous, en tant que promoteur, vous êtes parmi ces promoteurs qu'on peut dire clairement, les promoteurs congolais, que vous respectez comme il se doit les lois régissant le droit de travail, le code de travail en RDC? Est-ce que les travailleurs qui sont dans vos entreprises sont sécurisés en cette matière? Madame journaliste, je crois que j'ai aussi la chance d'être juriste. Je comprends l'importance, la raison d'être d'un contrat de travail. Et vous savez, un contrat de travail ne protège pas que le travailleur ou l'employé, ça protège les deux, c'est-à-dire et l'employeur et l'employé. Alors, pour un chef d'entreprise qui ne comprend pas ces choses, il pense qu'avoir des travailleurs sans contrat, c'est à son avantage. Mais pour moi, avec l'expérience, je dirais que ce n'est pas seulement dans l'avantage de l'entreprise, mais c'est peut-être dans l'avantage du travailleur. Parce que lorsqu'il n'y a pas un contrat écrit, devant la justice, c'est le travailleur qui passe maintenant en position de force. Donc, c'est le code du travail à 100% qui s'applique, ou c'est la convention collective. Alors que s'il y a il y a un contrat de travail, certaines clauses, certaines conditions sont définies dans ces contrats de travail et tout est clarifié. Donc d'emblée, je pourrais vous répondre que pour ce qui est les cas de mes entreprises ou de l'entreprise où je travaille, j'essaie de veiller sur ça pour prévenir, dans le sens où j'étais en train de vous dire que la bonne gestion, c'est aussi prévenir le risque. Et pour prévenir le risque ou les conflits dans le cadre du travail, pour moi, il est très important d'avoir un contrat de travail avec le travailleur.
Donc, alors ça, c'est comme ça pour ce qui me concerne dans ce cadre-là. Et je pourrais profiter pour décourager tout autre chef d'entreprise qui continue à utiliser la main-d'œuvre sans donner les contrats de travail. Moi, je crois que ça, c'est pas bon. Et aussi, le gouvernement doit décourager ça par les biais de l'inspection du travail qui est censé passer dans les entreprises et contrôler parce que, vous savez, les affaires, on ne doit pas les faire seulement pour gagner seul. Donc, il faut essayer d'avoir un esprit, je gagne, l'autre gagne. Celui qui travaille, il travaille d'abord aussi pour sa vie, pour sa santé, pour le bien-être. Alors, si vous essayez de faire tout pour que vous-même, vous ayez les gros de la part, c'est-à-dire là, ça sort maintenant de la bonne conscience. Ça sort maintenant de la bonne conscience. Monsieur Jethro Muyumbi, j'aimerais poser une question. Vous avez dit clairement qu'en ce qui concerne le climat des affaires, la situation actuellement est critique. Vous avez également signalé que toute entreprise doit prendre le temps de mettre de prévisions. Est-ce qu'en ce qui vous concerne en tant que chef d'entreprise, là où vous avez prévu les prévisions, est-ce que les prévisions n'étaient pas moindres ou ne sont pas moindres face à cette situation de la pandémie Covid-19? Parce que nous sommes en train de clôturer déjà le mois de juin. On n'est pas sûr que la pandémie touche déjà à sa fin. Est-ce que les prévisions prévues chez vous sont des prévisions considérables ou il faut encore ajouter quelque chose par rapport à ces prévisions qui étaient notées bien avant ou signalées bien avant? La réalité, c'est qu'on doit toujours adapter et réadapter chaque chose. Alors, pour ces moments, je peux dire que d'abord, je voudrais, madame, encourager les acteurs économiques de notre pays. Je suis dans des endroits où je suis en train de voir que pendant que certaines personnes sont en train de fermer leurs activités, pendant que les autres sont en train de se décourager dans les activités commerciales, les autres sont en train de racheter des sociétés, ils sont en train d'investir. Ils sont en train d'essayer de mettre un peu leur réflexion par rapport à l'après-Covid. Les autres, c'est les autres pays ou Bon, les autres pays, bien sûr. Bon, je peux donner l'exemple des Chinois. Moi, j'ai vu parce que avec le cabinet où j'ai quand même la possibilité de signer des contrats d'accompagnement pour ceux qui commencent les affaires, on a eu des gens qui ont signé des contrats, des grands contrats, des affaires, même ici dans notre pays. On a aussi vu certaines personnes fermer leur business à cause du Covid. Mais moi, je pense qu'il ne faudrait pas que les gens croisent les bras à cause du Covid. Parce que le Covid, c'est réellement une pandémie, une épidémie qui vient. Mais déjà, vous avez suivi la déclaration de l'OMS que nous n'allons pas vaincre le Covid maintenant. Nous risquons de vivre avec le Covid comme nous vivons avec la malaria, le VIH-Sida et autres choses. Donc, il faudrait que nous prenions conscience que ce n'est pas à cause du Covid que nous devons fermer les entreprises. Ce n'est pas à cause du Covid que nous devons baisser les bras, mais nous devons réfléchir, nous devons essayer de voir comment est-ce que nous allons réadapter les choses pour que, après cette période, même si nous ne connaissons pas quand est-ce que cette pandémie va prendre fin, mais nous devons quand même penser à ce que ça prendra toujours fin. Un jour, il y aura un après-Covid, hein, comme il y a eu un après-Ebola, même si ça a encore rebondi de l'autre côté. Hein, timidement, mais il y a quand même l'après-Ebola. Donc, on doit toujours se mettre à faire quelque chose, même si la force ou le moyen qu'on a ne permet pas. Il faut cette fois-là réfléchir encore plus vite, il faut réfléchir plus loin pour essayer de voir comment est-ce qu'on essaie de traverser. L'essentiel, c'est ce qu'on a, comment est-ce qu'on le maintient, comment est-ce que ça nous permet, même si on va terminer l'exercice comptable sans que l'épidémie arrive à la fin, mais comment est-ce que nous allons réussir d'abord de couvrir cette période avec ce que nous avons et comment nous pouvons entamer l'autre année avec peut-être ce que nous n'avons pas et comment nous pouvons avoir ce que nous n'avons pas. Donc ce sont un peu des techniques, ce sont des réflexions très importantes, je crois qu'il
qu'il faut faire pour essayer de maintenir l'équilibre. Oui, pour essayer de maintenir l'équilibre, fidèles téléspectateurs de l'RTNC Katanga, je rappelle que nous recevons dans ce plateau M. Jethro Moyombi. Avec lui, nous sommes en train de débattre sur la question du climat des affaires. Quel est le climat des affaires actuellement et après Covid, quel est le climat des affaires? Comment nous allons évoluer en RDC? Il est promoteur des entreprises, mais il est aussi chef d'entreprise. Monsieur Jethro, la question c'est également autour de cet exercice comptable de l'année 2020, qui est déjà d'office un peu biaisé. Est-ce que, ou déjà détruit, ou encore on n'aura pas des solutions positives en ce qui concerne les recettes des entreprises? Est-ce que vous pensez que, c'est vrai, vous venez de dire qu'il faut vivre avec Covid, il ne faudrait pas qu'on baisse les bras, c'est ce que vous vous conseillez. Est-ce que vous pensez que le mois de juillet qui commence, parce que la prorogation prendra fin en RDC le 10 juillet, ça sera la date limite, nous espérons qu'il n'y aura pas une autre prorogation en ce qui concerne l'état d'urgence. Est-ce que vous pensez que les entreprises peuvent augmenter des recettes pendant le deuxième semestre, c'est-à-dire juillet jusqu'à décembre 2020? C'est possible? Je crois que ça dépend des secteurs d'affaires, des secteurs d'activité aussi, pour bien répondre à cette question. Parce que pendant cette période, il y a certaines entreprises qui ne sentent pas tellement le problème de Covid qui existe normalement. Je pourrais vous donner l'exemple de ces entreprises qui œuvrent dans les secteurs des transports, par exemple. Les transports en commun? Non, pas les transports en commun, mais les transports de biens et de la marchandise. Ceux qui ont des camions, parce que vous comprenez, partout quand on confine, on dit bon, sauf, même quand les frontières c'est fermé, mais les chauffeurs avec leurs véhicules traversent, donc ils ne sentent pas l'influence négative de cette maladie, comme par exemple la personne qui a une entreprise de vente des habits, par exemple, donc les shops de vente des habits, parce qu'aujourd'hui on se concentre beaucoup plus à des besoins alimentaires, peut-être sanitaires. Ceux qui ont des pharmacies, tout le monde, quand il tousse un peu, il doit courir vers la pharmacie. Donc je crois que c'est une bonne affaire pour eux maintenant. Alors ça dépend des secteurs d'activité. Il y en a qui, après même cette épidémie, vont réellement faire l'évaluation et se rendre compte qu'ils ont peut-être triplé leurs recettes. Mais il y en a qui peut-être vont aussi voir que les activités vont sensiblement baisser. Il y en a même qui seront voués à fermer complètement parce qu'ils ont eu peut-être 3 à 6 mois d'une activité, et à ce moment-là, pour des entreprises de catégories de besoins de deuxième nécessité, par exemple, je pourrais dire il faut beaucoup plus penser à eux et essayer peut-être de voir comment les encadrer. Par exemple, l'habillement, comme j'étais en train de dire, tout ce qui concerne l'habillement. Il y en a aussi qui étaient dans les fournitures scolaires, par exemple. Donc, avec la fermeture des écoles, bon, je crois que c'est un sérieux problème. Personne n'a pensé acheter des stylos, personne n'a pensé acheter des cahiers. Vous voyez, c'est un peu un problème. Mais pour eux, la seule des choses, le remède que moi je peux donner, c'est peut-être de chercher à associer à leurs activités pendant cette période quelques autres secteurs qui peuvent leur permettre de survivre un tout petit peu, et essayer d'un fisc de faire entrer de moyens qui permettraient à ce qu'ils ne comptent pas sur la croissance des activités, mais sur la maintenance plutôt, l'équilibre des activités qu'ils ont. Je crois que ça c'est le conseil qu'on peut donner, mais il y a l'espoir, il y a l'espoir qu'après l'épidémie, les choses vont toujours tourner, mais la crainte, parce que nous parlons du climat des affaires,
au sein de notre pays, la RDC, il faut aussi ne pas oublier l'aspect politique qui aujourd'hui défavorise maintenant les climats des affaires. Parce que l'argent tourne lorsqu'il y a les investisseurs, lorsqu'il y a l'échange d'activités. Quelqu'un vient de la Chine, de la France, je ne sais pas moi, des États-Unis, avec l'espèce ou à travers le banque, il achète le produit ici ou il apporte quelque chose et puis il part. Mais il y a certaines personnes qui, pendant cette période, vont avoir peur de visiter la RDC parce qu'ils vont se dire, bon, ils vont se soulever là-bas, on va mettre feu ici, on va piller. Donc, il y a même des gens peut-être qui voulaient venir investir ici, qui commencent à voir que le pays est en train de tituber. Ça, c'est aussi un sérieux problème pour le climat des affaires dans notre pays. Mais comment est-ce que nous pouvons remédier à ça? Je crois que le média doit aussi faire une bonne sensibilisation par rapport à l'éducation civique. Ce n'est pas seulement... Il faut qu'on arrive, peut-être même s'il y a revendication politique, parce que nous ne parlons pas politique, mais nous parlons climat des affaires, parce que le climat des affaires ne peut pas partir seul sans le climat politique favorable au climat des affaires. Nous voyons en France des fois les gens faire des marches, des revendications avec des pancartes, mais ils ne cassent aucun magasin, hein, ils ne vont pas détruire ce qui est déjà construit. Je crois que par rapport au civisme, nous devons aussi apprendre à faire des revendications correctes, d'un état des droits correct, hein, avec des mémos, aller devant les institutions, faire voir peut-être ce qu'on n'acceptait pas, que d'aller peut-être chez un particulier qui n'a rien à voir, essayer de casser, essayer de piller, tout ça. La personne qui a vu son magasin être pillé, son dépôt être dépouillé, lorsque peut-être il tombe en faillite, il va en parler à 2, 3, 4, 5 qui vont avoir peur de cet aspect et qui ne vont pas peut-être venir dans notre pays. Et ça va faire en sorte que notre pays rentre en arrière. Donc nous, Congolais, nous devons apprendre que nous n'avons que ce pays aussi, et le climat des affaires dépend aussi du climat politique. Et si nous voulons vivre réellement et voir que les activités marchent bien, nous devons aussi stabiliser les institutions, nous devons aussi stabiliser notre façon de faire de la politique de notre pays. Alors, le climat des affaires dans notre pays semble avoir un tableau critique qui demande à ce qu'il y ait aussi la contribution de tout Congolais pour que nous puissions éviter ces tableaux-là qui affichent le noir. Parce que avec le pandémie d'Ebola, de Covid-19, et aussi avec tout ça, nous risquons de nous enfoncer davantage. Mais moi, je voudrais toujours exhorter, on ne doit pas aussi compter qu'aux investisseurs extérieurs qui viennent dans notre pays pour qu'ils nous apportent tout. Parce qu'il faut maintenant, j'étais en train de dire, Madame Marianne, que ça dépend des secteurs. Maintenant, moi je voudrais parler par exemple aux hommes d'affaires congolais, aux créateurs de business, des emplois congolais, que pendant cette période, il faut seulement essayer de faire une adaptation. C'est-à-dire, on peut momentanément abandonner quelque chose pour se concentrer à autre chose. Est-ce que les Covid nous empêchent maintenant de faire le champ, de préparer les champs pour que quand la pluie tombe, trouve qu'on a fait quand même des hectares, pour que si on était en train de vendre les habits, mais on essaie un peu d'émigrer vers autre chose, le levage. Est-ce que les Covid nous empêchent de le faire? Est-ce que les Covid nous empêchent pendant cette période ici d'essayer un peu de faire, je peux dire par exemple la fabrication des briques ou essayer de voir les secteurs qui ne sont pas sérieusement touchés, qui ne sont pas sérieusement compliqués maintenant, et migrer vers ce secteur-là, essayer de préparer quelque chose pour que lorsqu'on va récolter demain, lorsqu'on va peut-être avoir ce qu'on a essayé de faire pendant cette période, ça relance aussi les autres activités ou les autres secteurs dans lesquels on pouvait peut-être évoluer. Ça relance également
également les autres secteurs dans lesquels on peut évoluer. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Gétro Mouyoumbi qui le dit. M. Gétro, la question également, vous dites très bien que le climat des affaires marche de pair avec le climat politique. Vous avez demandé aux médias que nous sommes de faire également ce travail de civisme. Est-ce que ce travail de civisme ne revient qu'aux médias ou le travail de civisme revient plus à ceux qui sont de leaders politiques ou ceux qui sont dans les partis politiques? Parce que je pense que les médias sont en train de faire assez leur travail. Je n'ai pas encore dit que c'était trop assez pour qu'au fait qu'on sensibilise comme il se doit sur cette pandémie. En ce qui concerne le climat des affaires qui marche de pair avec le climat politique, est-ce que le SOS ne doit pas également être adressé à ceux qui sont acteurs politiques? Vous avez raison, madame. Je crois qu'on ne peut pas responsabiliser à une seule personne l'aspect civisme parce que l'éducation doit commencer à partir de nos maisons. Donc ça doit commencer à partir de nos maisons, ça doit commencer à partir de nos églises, ça doit continuer à partir de nos partis politiques. Et tout Congolais doit contribuer à la reconstruction de ces pays. On se sentir responsable là où on est, s'aimer la paix et aussi essayer de faire, de faire des actes responsables. Parce que si aujourd'hui, avec seulement les moyens que nous avons dans notre pays, si seulement aujourd'hui tous les grands investisseurs se retirent dans notre pays, je vous rassure que ça ne sera pas facile. Donc si même nous pouvons faire nous-mêmes, bien sûr, nous sommes capables, mais ça prendra le temps que ça peut prendre et ça ne sera pas vraiment facile comme j'étais en train de le dire. Donc si les médias font déjà cette sensibilisation, il ne faut pas dire que c'est assez. Je ne pense pas qu'il faut dire que ce qui est fait est déjà assez aussi longtemps que le résultat sur terrain montre qu'il y a encore à faire. Donc il faut toujours s'évaluer par rapport au résultat. Est-ce que si le travail que le média a fait, si le travail que moi en tant que Congolais j'ai fait, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre du jour au jour, est-ce que je peux m'évaluer pour me dire que la satisfaction elle est de 100% ou de moins de 50%? Parce que pour dire qu'on a fait et maintenant on est satisfait, il faut qu'on voie que le résultat sur terrain devient maintenant, même si... Les politiques dans tout ça les politiques, bien sûr, parce qu'ils ont aussi des grandes responsabilités. C'est comme je le disais que le climat des affaires dépend des climats politiques, c'est-à-dire les politiques doivent aussi comprendre que les actes pris ou encore les mobilisations faites par rapport aux membres de leur parti politique n'a pas que de l'impact réellement politique ou de conquérir le pouvoir, mais ça a aussi un impact sur l'aspect économique de notre pays. Et qui dit aspect économique de notre pays dit directement l'aspect social de la population. Est-ce qu'on peut faire la politique sans penser du bien-être du citoyen congolais? Parce que l'objectif même de faire la politique devrait d'avoir la gestion pour que les sociales de la population soient améliorées. Alors si les politiques ne font pas la politique avec cette philosophie-là, c'est-à-dire, c'est comme on a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors cette politique-là, sans penser aux paisibles citoyens congolais, je crois que ça devient vraiment de la criminalité et non plus de la politique. C'est pourquoi les sujets d'aujourd'hui, l'aspect économique, le climat des affaires, c'est vraiment un aspect très vaste qui veut à ce que toute personne puisse concourir à ça. Quand je dis toute personne, c'est-à-dire un religieux, un politicien, un homme d'affaires ou un commerçant ou un citoyen simple sur la rue, il doit aussi savoir que lorsque je pars détruire ce qui est déjà investi, je suis en train de chasser ou de fermer la porte quelque part au développement de notre pays à ce moment-là, et savoir ne faire que des actes avec conscience ou des actes responsables. C'est-à-dire, c'est vraiment un aspect pour moi, comme on dit, une église au milieu du village, donc qui touche vraiment à beaucoup de choses, parce qu'il faut maîtriser beaucoup d'aspects pour faire que notre situation économique puisse être appréciée.
Notre situation économique, qu'elle soit appréciée, nous sommes en train d'évoluer petit à petit dans ce magazine d'aujourd'hui concret qui reçoit pour vous, fidèles téléspectateurs de l'RTNC Katanga, M. Jethro Muyombi, qui est au fait promoteur des entreprises et aussi chef d'entreprise. M. Jethro, nous revenons dans cette province du Haut-Katanga, là où vous évoluez en ce qui concerne plusieurs de vos activités. La question aujourd'hui, les commerçants, les petits commerçants, si je peux le dire ainsi, non, les petits vendeurs se plaignent aujourd'hui dans le Haut-Katanga. On vit une situation où les Congolais qui sont dans les petites ventes ou sinon dans les petits business ne sont plus libres d'exercer comme il se doit parce que le petit commerce qui est réservé aux Congolais, aux nationaux, sont envahis également par ceux qui viennent d'ailleurs, par des Chinois, par des Pakistanais, par des Libanais. Votre point de vue en tant que promoteur des entreprises, mais aussi en tant que chef d'entreprise, dans le Haut-Katanga, c'est devenu une situation normale. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui évoluent ici, qui sont des étrangers, qui ont oublié qu'ils devaient rester dans le grand commerce, mais qui envahissent aussi le petit commerce ou les petits vendeurs qui sont des Congolais? C'est un sérieux problème dans notre pays. Mais moi, mon analyse, c'est que le vrai problème n'est pas ces expatriés qui sont dans notre pays, mais le vrai problème, c'est nous-mêmes, Congolais. Nous avons des textes de loi. Nous-mêmes, Congolais. Nous-mêmes, Congolais. Nous avons les textes de loi qui régissent ces secteurs-là. Peut-être il faut renforcer, bien sûr, mais quand même, il y a des textes. Je peux vous donner un exemple aujourd'hui de la loi en la matière en sous-traitance, par rapport à la sous-traitance qui a été promulguée, je crois, depuis 2011, non, 2000, oui, je crois 2015, quelque chose comme ça. Mais même alors, dans la sous-traitance, il y a aussi à boire et à manger. Évoluons. Je prends ça seulement comme exemple. Vous allez vous rendre compte qu'on veut que toute entreprise de sous-traitance puisse, le capital social puisse être détenu à plus de 50% par les nationaux. Vous allez voir qu'il y a de ces Congolais qui se rangent derrière les expatriés pour couvrir, tout simplement. Couvrir les expatriés qui viennent faire les affaires ici. Ils voient leurs propres intérêts que de voir l'intérêt de toute la nation, que de voir l'intérêt de tout Congolais. C'est d'abord le premier problème. Mais le deuxième problème, c'est par rapport au niveau même de contrôle. Hein, le gouvernement qui doit contrôler ça. Le fait que ceux-là qui sont censés contrôler, peut-être ne sont pas bien traités, lorsqu'ils descendent pour contrôler ces genres de choses, ils sont entretenus par ces mêmes expatriés et lorsqu'ils sont entretenus correctement, ils ferment tout simplement la boîte. Donc ils ne vont pas dénoncer, ils ne vont rien faire et puis ils laissent passer. Alors le problème à ce moment-là ne réside pas au niveau de ces expatriés, le problème réside à nous-mêmes Congolais. Nous devons d'abord prendre conscience. Nous devons nous-mêmes faire d'abord en sorte que nous puissions valoriser les textes des lois que nous avons. Nous avons aussi l'obligation, c'est-à-dire le gouvernement a l'obligation de bien encadrer ceux qui sont censés contrôler ou encore faire le suivi ou la mise en application de ces textes-là, qu'ils soient d'abord dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent permettre l'applicabilité de ces textes de loi. Donc vous rejetez la balle encore une fois aux Congolais. Mais les Congolais qui vendent, c'est vrai que vous avez soulevé le problème à un certain niveau assez élevé. Le problème, les Congolais qui vendent n'ont pas tous les textes. Je parle de ce moment qui doit vendre des boîtes d'allumettes au marché, qui a acheté, que c'est à lui de vendre, mais dans la même boutique d'un expatrié, là où il a acheté des boîtes d'allumettes, l'expatrié fait aussi la même chose. Au lieu de vendre en demi-gros, mais lui, il vend également comme détaillant. Alors, est-ce que le problème, c'est seulement ceux qui détiennent les textes, mais aussi, ou ceux qui doivent contrôler, mais aussi ces expatriés? En vous entendre parler, vous défendez plus la cause des expatriés.
Vous avez condamné ceux qui sont là pour le contrôle, mais la maman qui ne sait pas lire, qui ne connaît même pas que disent les textes, comment il faut la protéger, cette maman-là? Comment il faut faire? D'abord, avant peut-être de répondre correctement, je pourrais recommander ou conseiller à tous ceux qui vendent, les détaillants, les Congolais, d'essayer un peu de s'organiser dans des structures, avoir un plaidoyer correct par rapport à ceux qui maîtrisent les textes de loi. Parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être au même moment vendeur ou vendeuse, et au même moment être, je ne sais pas moi, juriste pour interpréter les textes des lois et faire le plaidoyer qu'il faut. Ils doivent s'organiser peut-être dans des structures et mettre de responsables de ces structures avec des objectifs bien déterminés pour les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons aujourd'hui la FEC par exemple qui, c'est peut-être les grandes entreprises, ce sont des affaires à un haut niveau, mais maintenant les détaillants ici, ceux qui ont des kiosques, des ceci, ils ont quelle structure d'encadrement pour que vraiment ils reçoivent vraiment un appui, un accompagnement favorable. Parce que si chacun est vraiment là où il est, il ne sera peut-être pas, on n'aura pas la force de revendication. Ça, c'est un conseil. Mais maintenant, je reviens à ce que nous étions en train de dire. Moi, je ne peux pas tellement défendre les expatriés, mais je voudrais dire que l'expatrié qui vient dans notre pays, c'est à nous, les Congolais, nous qu'ils trouvent, qui devons inculquer une certaine culture que lui doit suivre. Parce que si vous allez aux États-Unis, vous allez en Europe, vous allez vous efforcer de vivre comme eux. C'est ça le problème. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas les expatriés, mais le problème, c'est nous qui favorisons ces expatriés-là de vendre en détail. Vous voyez que les agents de l'État qui sont censés aller contrôler, ils trouvent qu'ils vendent en détail, mais qu'est-ce qu'ils font? Peut-être ils collectent quelque chose, tout simplement, et ils ne dénoncent pas, ils ne ferment pas, ils ne sanctionnent pas, c'est ça le problème. Donc, voilà à quel niveau se trouvent les problèmes réels, et c'est là que nous devons attaquer pour résoudre ces problèmes-là, et cette fois-là aider les pauvres Congolais qui sont en train de se rechercher. Nous sommes en train de finir déjà ce magazine d'aujourd'hui concret. Monsieur Jethro Muyombi, qu'est-ce que vous pouvez dire 60 ans après l'indépendance de la RDC, 30 juin 1960, 30 juin 2020, la RDC célèbre ses 60 ans à l'accession à la souveraineté nationale et internationale. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes promoteur. Qu'est-ce que vous pouvez dire 60 ans après, lorsque on vous demande de faire un bilan sur le plan économique en RDC? Nous avons connu tellement de mouvements dans ce pays. On a connu des choses dans ce pays, on a connu de pillages. Il y a eu un premier pillage, il y a eu un deuxième pillage sous Mobutu. Nous avons connu Laurent Désiré Kabila comme chef de l'État, Joseph Kabila comme chef de l'État, aujourd'hui Félix-Antoine Tshisekedi comme chef de l'État. Les climats des affaires 60 ans après, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir? Nous devons comprendre que nous sommes encore dépendants sur le plan économique et nous devons sérieusement nous battre pour avoir l'indépendance économique et financière dans notre pays. Et pour y arriver, il nous faut travailler durement. Vous pensez qu'aujourd'hui, nous dépendons de la Zambie pour la tomate, pour les oignons. Donc, c'est une indépendance. Pour la farine, quand la Zambie ferme, on commence à pleurer. Mais est-ce qu'il faut quoi pour que nous puissions nous en sortir, pour que nous puissions arriver à l'indépendance alimentaire? Nous devons seulement recourir à faire le champ, que d'attendre seulement les mining. Parce que le mining, où les gros est en train de partir à l'extérieur, les gros c'est par rapport à ceux qui investissent des gros moyens. Alors moi je crois, nous retenons que par rapport à l'indépendance de notre pays, qui est encore hypothétique, parce que sur le plan économique, nous avons encore des sérieux problèmes et nous devons nous battre pour obtenir l'indépendance financièrement, économiquement et aussi avoir la vraie indépendance politique. La vraie indépendance politique, c'est pas moi qui le dis, il y a encore du chemin à parcourir. L'indépendance, fidèle téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous avons fini au fait avec ce magazine d'aujourd'hui concret qui a reçu pour vous Monsieur Jethro Muyombi. Monsieur Jethro Muyombi, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, Madame journaliste, Madame Myriam. Et voilà, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, indépendance tcha-tcha.
30 juin 1960, 30 juin 2020, nous avons reçu M. Jethro Muyumbi. Avec lui, nous avons parlé du climat des affaires pendant Covid et après Covid-19. Les enjeux sont encore là. Qu'est-ce que nous pouvons faire face à cette situation aujourd'hui, 60 ans après? Le climat des affaires, nous avons besoin toujours de l'extérieur. C'est une matière à réflexion. Bye bye et à la prochaine.